Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous tenterons de comprendre ensemble comment investir dans le cinéma au travers d'un fonds d'investissement. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant pour en parler Frédéric Fior, le fondateur de Logical Pictures. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec un enjeu patrimoine consacré à cette tendance constatée par l'AMF, cette baisse des frais de gestion et des frais de courtage en moyenne. Nous rentrerons dans le détail pour voir si c'est vrai sur tous les types d'investissements. Nous en parlerons avec Vincent Grard, directeur général de France de Trade Republic, mais aussi avec Aldo Sicurani, expert des investissements en bourse au sein de la FEDER. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de retrouver François-Xavier Seur, président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine, qui s'étonnera de voir que certains proposent encore des placements avec 20% annuels en capital garanti et qui nous expliquera si c'est réellement possible. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui en plateau avec Frédéric Fior. Bonjour Frédéric Fior. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de Logical Pictures. Avec vous, on va parler d'investissement dans le cinéma, mais d'une manière un peu différente de ce qu'on voit d'habitude dans Smart Patrimoine. D'habitude, on parle d'investissement dans le cinéma au travers de Sofica, de société de financement donc du cinéma et de l'audiovisuel. Vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement qui investit dans le cinéma, donc pas d'avantage fiscal, mais obligation de performance. C'est bien résumé? Exactement, c'est bien résumé, c'est très bien résumé. Effectivement, Logical Pictures, c'est la société de gestion qui gère Logical Content Ventures, qui est notre deuxième fonds. On a fait un premier fonds fermé en 2022, qui a opéré sur 4 ans, qui a investi dans 20 films, et effectivement qui a fait une perf de 8,5 en TRI. D'accord. Les conditions du nouveau fonds. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut faire de la perf dans le cinéma. D'accord. Dans le cinéma. Il faut essayer de rationaliser l'investissement, et c'est pour ça que la boîte s'appelle Logical Pictures d'ailleurs. Comment on fait pour investir dans le cinéma quand on a une sorte d'obligation de performance comme un fonds d'investissement? Alors, il peut y avoir des bonnes et des mauvaises années, hein. Ça existe quand on investit dans les entreprises ou sur les marchés financiers, mais comment est-ce qu'on change d'approche quand on investit au travers d'un fonds dans le cinéma? Ouais, l'avantage du cinéma, c'est que le sous-jacent est très particulier, il est complètement décorrélé des marchés. C'est un vrai sous-jacent alternatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme dans la bourse où il peut y avoir des mauvaises années ou des bonnes années. Là, pour le coup, c'est vraiment la perf du gérant qui va faire la perf. D'accord. On applique stricto sensu les méthodes du private equity. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un grand choix de projets sur lesquels investir, donc un grand sourcing. Donc aujourd'hui, on reçoit entre 700 et 800 projets par an. D'accord. Okay. Pour à la fin en choisir 10. Ok. Donc, il faut être très sélectif et il faut avoir une thèse d'investissement qui soit assez robuste pour pouvoir choisir des bons projets. Et alors justement, c'est quoi la thèse d'investissement de Logical Pictures? Vous êtes beaucoup d'ailleurs à investir dans le cinéma via des fonds d'investissement? Non, des vrais fonds d'investissement structurés comme du private equity dans le cinéma, on est une demi-douzaine en Europe. D'accord, ok. Voilà. Ouais. On a des fonds qui sont là depuis assez longtemps. IPR, par exemple, c'est un fonds suédois, finlandais, qui existe depuis, qui en est au fond 3. Donc, qui marche plutôt bien, mais qui est réservé à vraiment une clientèle très fortunée scandinave. Donc, on est relativement peu, et la thèse d'investissement chez nous, elle est assez simple. On se focalise sur des films qui sont des films internationaux. Donc, on essaie de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. D'accord. Donc, principalement des projets internationaux, pas des films qui pourraient avoir une portée internationale. Si, c'est des films qui sont internationaux et qui ont une portée internationale. Donc, qui jouent sur un marché mondial avec des budgets qui sont contenus. On essaye d'avoir ce qu'on appelle des smart movies. Okay, donc, des films qui sont avec un budget raisonnable, mais qui jouent sur un pitch, sur un concept fort qui permet d'être exporté facilement à l'étranger. Voilà.
Des exemples un petit peu d'investissements que vous avez réalisés, parce que c'est très compliqué quand même d'identifier le film qui va... en tout cas, le néophyte a l'impression que c'est très compliqué. Peut-être qu'il y a une méthode. Non, il n'y a pas de méthode, mais moi j'ai géré pendant des années des fonds d'investissement small cap LBO. Il n'y a pas non plus vraiment de méthode. Hein. Oui. À la fin, c'est les hommes qui font la différence. Là, c'est un peu pareil, c'est le projet qui fait la différence. Non, ce qui est très important, c'est d'avoir un environnement de production qui soit connu, des producteurs qui soient expérimentés. Derrière, de pouvoir suivre et valider que le projet va jusqu'au bout et il va s'adapter au marché parce que le marché évolue et de pouvoir avoir un grand choix en fait. L'important, c'est très compliqué de choisir un film, mais comme n'importe quel projet, d'investir sur un film en absolu, mais c'est beaucoup plus facile en relatif. Si je vous donne 3 projets en disant quel est celui qui va représenter le meilleur profil rendement-risque, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça que dans l'absolu de dire ce projet-là, c'est le projet qui va gagner. Il y a quand même une difficulté, en tout cas imaginée par rapport à l'investissement dans une entreprise, c'est que quand on investit dans un film, on investit sur quelque chose qui n'a pas vu le jour, on investit sur un bout de papier, sur un projet. On investit sur un projet, on dit qu'il y a 3 films. Il y a le film qu'on lit, puisque en général on intervient au niveau du script, donc il y a le film qu'on lit, il y a le film qu'on tourne, et puis il y a le film qu'on monte. Celui que vous voyez, Nicolas, quand vous allez au cinéma ou que vous regardez un film, c'est le 3e. Et nous, on essaie de travailler pour que le projet sur lequel on monte, donc ce premier film-là, se rapproche le plus de ce que le marché va demander quand le film va être monté. D'accord. Voilà. Et donc, on intervient beaucoup, on est des investisseurs plutôt très actifs auprès du producteur pour pouvoir rendre le projet meilleur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on investit aussi dans une équipe qui va être capable de faire évoluer le projet sur les quelques années que va prendre le développement. 2-3 ans, ouais. Sur les 2-3 ans que va prendre le développement du film. 2-3 ans. Ouais. Et donc, notre équipe ce sont des anciens producteurs, des anciens financiers du cinéma. Donc, on a une équipe qui est vraiment très qualifiée là-dessus et qui va venir accompagner le producteur et donc qui va lui amener aussi beaucoup plus que de l'argent. Donc là, par exemple, on était à Cannes, on avait 3 films en compétition, films hors compétition, Monte Cristo en hors compétition, Le Jacques Audiard qui a gagné 2 prix au palmarès sur ce Cannes-là. Et typiquement, soit on intervient sur les projets en parallèle du producteur, soit, comme c'est le cas sur ces films-là, on intervient auprès d'un producteur sur un slate, donc un portefeuille de films. Là, c'est le cas avec Pathé. D'accord. Donc, on accompagne Pathé. La moitié du film est déployée auprès de Pathé et l'autre moitié, c'est nos équipes qui le choisissent parmi les 700-800 films qu'on reçoit chaque année. Si je reviens sur des questions plus investissement, on entend souvent, et notamment plus le risque est grand, plus la stratégie est de diversifier. Vous nous avez dit que vous receviez 700 projets pour 10 films financés à la fin. Dans le cinéma aussi, on essaie de diversifier, mais pas trop. Exactement. En fait, on fait 10 films en direct et 7-8 films avec Pathé par an. Okay. Donc ça fait une quinzaine de films par an sur la période d'investissement qui va courir jusqu'en 2028. Ensuite, l'objectif, c'est une sortie en 2031 par session du catalogue. Sachant que le cinéma est le parallèle, c'est l'immobilier. On a des revenus qui remontent assez rapidement avec les ventes internationales, c'est un marché B2B. Et puis derrière, après, on a un upside en cas de succès franc en salle et puis derrière sur la deuxième vie. Bon, on rappelle évidemment que comme tout investissement, il y a un couple rendement-risque. Plus le rendement augmente, le risque augmente également. On peut investir via un fonds d'investissement quand on est un particulier? Oui, alors on est limité évidemment des investisseurs qualifiés, professionnels, donc au-dessus de 100 000 euros. Mais le fonds est ouvert aux particuliers. On ouvre un compartiment d'ailleurs pour les CGP, à côté de nos compartiments existants sur les family office, sur lesquels on a déjà levé 10 millions, et institutionnels qu'on lance, puisqu'on a un investissement de 25 millions du Fonds européen d'investissement. Donc on ouvre un compartiment à partir de septembre pour les CGP et les particuliers. Et je rappelle que vous lancez un nouveau fonds aussi, mais spécialisé sur le cinéma africain. Oui, sur le cinéma africain, Logical African Stories, qui va financer le contenu et également l'écosystème africain. Donc, vous reviendrez nous en parler dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup Frédéric Fior. Au revoir. Je rappelle que vous êtes fondateur de Logical Picture et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons parler des frais de gestion et des frais de courtage qui vous sont prélevés lorsque vous effectuez des opérations sur les marchés financiers. Ces frais sont en baisse depuis plusieurs années. C'est en tout cas ce que constate l'AMF dans plusieurs études. Et nous allons tenter de comprendre
Pourquoi ensemble en plateau? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Grard. Tout d'abord, bonjour Vincent Grard. Bonjour. Directeur général France de Trade Republic. Et nous avons le plaisir de recevoir également Aldo Sicurani. Bonjour Aldo Sicurani. Bonjour. Vous êtes expert des investissements en bourse au sein de la FEDER. Alors, petite introduction avant de vous passer la parole, messieurs. Je me base sur 2 études de l'AMF. Une première publiée il y a quelques semaines dans la lettre de l'Observatoire de l'AMF qui observe que les tarifs liés à l'investissement donc diminuent, notamment les frais de courtage et les frais de gestion. Étude ou entre guillemets validée par une autre étude de l'AMF qui là cette fois-ci constate que les frais courants et les frais de sortie reculent aussi. C'est une étude qui date d'il y a 2 jours. Est-ce que vous constatez cela, Aldo Sicurani? Est-ce qu'on a quelques éléments d'explication? Est-ce que c'est vrai que ça coûte moins cher aujourd'hui d'investir sur les marchés financiers? Ça coûte certainement beaucoup moins cher que quand j'ai commencé en bourse, moi, il y a un peu plus de 30 ans. Non, c'est très net et c'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, le développement de la concurrence auquel contribuent nos amis de Trade Republic, mais il y a aussi la pression de la réglementation européenne qui a fait que maintenant tous les opérateurs sont soumis à beaucoup plus de transparence. Il y a le fameux DICI que tous les épargnants doivent lire. En tout cas, on leur communique, même si c'est quand même assez compliqué. Il y a quand même une prise de conscience, alors, des obligations, une prise de conscience malheureusement qui reste pas suffisamment prise en compte par les particuliers qui ont plutôt tendance à ne pas trop se plonger dans ce monde mystérieux des frais quand même. D'accord. De continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, de ne pas regarder concrètement quels sont les frais? Très souvent, ils s'adressent à leur chargé de clientèle dans leur compagnie d'assurance vie ou dans leur banque qui leur vend aussi des contrats d'assurance vie. Et puis ils leur font confiance, ils regardent, on leur monte des frais principaux, mais peut-être pas tous les frais, et donc ils ne se rendent pas toujours compte de l'impact des frais sur la performance. D'accord. Ouais. Quand vous allez avoir 2 à 3% de frais chaque année, entre les frais de gestion, les frais de transaction, il faut que le contrat ou le portefeuille augmente au moins de 2 à 3%. Bien sûr, oui. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. Et surtout, ils ne se rendent pas compte de l'impact cumulé que ça peut avoir sur 10 ans, 20 ans, toute une vie d'épargne. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que oui, effectivement, en moyenne, au global, les frais de gestion ou les frais de courtage diminuent, mais il faut quand même faire attention aux frais qu'on se voit imputer quand on veut soi-même faire des opérations sur les marchés. Oui, alors, en plus de ça, sur tout ce qui est le côté bourse, c'est vrai que les frais ont beaucoup baissé. Sur l'enveloppe assurance vie, qui est quand même le placement préféré des Français, ils n'ont pas autant baissé que ça. Puis il y a plusieurs intervenants dans ce monde très, peut-être pas très opaque, mais quand même qui reste assez mystérieux pour la plupart des gens. Et donc, tous ces gens-là ont besoin de vivre. Et donc, il y a des frais. Donc, quand il s'agit, c'est juste pour bien comprendre et bien poser le contexte, quand il s'agit de faire une opération et qu'on est, entre guillemets, maître de l'opération, on se pose la question des frais. Donc là, effectivement, on a vu, grâce, effectivement, avec une certaine concurrence ou autre, donc une baisse en moyenne des frais. Et encore, l'étude de l'AMF dit que c'est pas partout. En revanche, quand on est sur de l'épargne qu'on va pas voir tous les jours, finalement, il n'y a pas tant de baisse de frais que ça. C'est ce qu'il faut comprendre. En tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste des frais de ce point de vue-là. Bien sûr. Non, mais on a vu que même le ministère de l'économie s'était penché dessus. Il y a beaucoup de cas qui varient d'une compagnie à l'autre. Donc, il faut comparer, il faut négocier, parce que parfois, il y a des frais qui sont affichés, mais qui sont négociables, surtout en fonction de la quantité d'argent qu'on est susceptible d'investir. Donc, il faut pas regarder que la performance. Déjà, comme on dit, la performance passée n'engage bien sûr, la performance future, mais il faut pas regarder aussi que le niveau de risque, mais il faut aussi faire attention aux frais et ne pas hésiter à poser des questions. Et ensuite, c'est la relation de confiance qui s'établit avec son chargé de clientèle ou son gérant, et puis vogue la galère. Vincent Grard, donc directeur général France de Trade Republic. Je trouve intéressant d'avoir votre vision et votre témoignage aussi. Donc, on peut vous qualifier quoi, comme néo-courtier aujourd'hui? Néobanque, exactement. On a une licence bancaire complète. D'accord, qui nous permet de faire tout type d'activité bancaire. Et on peut faire des opérations sur les marchés financiers via Trade Republic, que ce soit
Alors, via des ETF, ça oui, et en actions en direct également ? Actions, obligations, certains produits dérivés également pour les investisseurs les plus avertis, et également des plans d'épargne. Donc, qui consiste à dire, on investit la somme, une même somme, par exemple 50 € par mois, sur le même actif, durant une période récurrente. En fait. Donc, pour les 10 prochaines années, j'investis par exemple 50 € par mois dans l'action totale, ou dans un ETF Monde, par exemple. Alors, je trouve intéressant d'avoir votre témoignage, puisque effectivement, dans l'étude de l'AMF, on constate deux choses. Déjà, un des éléments explicatifs de la baisse des frais mis en avant par l'AMF, c'est la concurrence alors des néo-courtiers ou des néo-banques sur le sujet, qui proposent des frais amoindris. Et il y a même un exemple qui est donné dans cette lettre de l'Observatoire de l'AMF, qui dit que pour 1 000 € investis, les frais de courtage coûtent 7 € dans une banque et 2,8 € chez un néo-courtier. La concurrence, finalement, elle se joue en ligne aujourd'hui. Oui, les banques traditionnelles, au final, s'alignent pas. Elles se sont un petit peu alignées en 2020 suite à la loi Pacte qui a mis un maximum aux frais dans le cadre du PEA. Donc les banques traditionnelles ont aligné les frais du compte titre sur celui du PEA de manière générale. Oui. Mais sinon, oui. Sachant que les frais du PEA sont plafonnés. À 0,50. Oui. Ce qui est énorme, hein. Ouais. Au final, parce que ça veut dire que dès que vous choisissez d'investir dans une action dans le cadre de votre PEA dans ce type d'établissement, il faut à minima faire 1% pour pouvoir amortir les frais d'achat et les frais de vente avant de commencer à faire du gain. Ce qui est quand même très pénalisant pour la performance. Mais au moins, il y a eu harmonisation entre compte titre et PEA, donc ça a été la première étape. C'est pas là où ça se joue au final. D'accord. Oui. Les nouveaux investisseurs arrivent en effet plutôt sur les banques en ligne et les néobanques comme Trade Republic, parce que les frais sont vraiment moindre par rapport aux banques traditionnelles. On parle d'un écart de 1 pour 10. Et ça, vous constatez, par exemple, j'imagine que vous échangez un petit peu avec les investisseurs, avec vos clients, le sujet frais, niveau de frais, est-ce qu'il revient le plus aujourd'hui dans les échanges ? Mais c'est ultra important, parce qu'en fait, quand vous êtes un investisseur long terme, que vous êtes jeune et que vous avez 40 ans d'investissement devant vous, vous avez un meilleur ami, c'est le temps, et un pire ennemi, c'est les frais. Parce qu'en fait, le temps va faire que les intérêts vont se composer, et les frais, ils vont également se composer avec le temps. C'est-à-dire que les frais que vous allez payer maintenant, c'est une performance en moins dans 20 ans, en fait. Donc oui, c'est ultra important. Et ça, les investisseurs, les nouveaux, en tout cas la jeune génération d'investisseurs, l'a bien compris. Aldo Sicurani, finalement, en fait, aujourd'hui, il faut se débrouiller tout seul quelque part quand on veut faire des investissements. Disons alors, je parle du point de vue de l'épargnant, concerné par ces sujets. C'est toujours mieux de se débrouiller tout seul. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils qui permettent de faire les choses soi-même. Mais bon, c'est quand même bien d'être accompagné, de pouvoir discuter avec quelqu'un, de pouvoir échanger, confronter un peu ses idées. Alors, à une époque, il y avait les clubs d'investissement, maintenant, il y a quand même beaucoup de moyens de trouver des gens avec lesquels on peut discuter. L'important, c'est d'établir une relation de confiance. C'est pas forcément mauvais d'avoir un conseiller financier, mais il faut bien être conscient des frais que vous pouvez que vous devez être amené à payer pour le rémunérer, ce qui est normal, et de bâtir comme ça une connaissance qui va vous permettre d'être de plus en plus autonome. C'est vrai que ça, c'est une vraie question, Vincent Gras. Alors toujours dans cette étude de l'AMF, il est constaté que finalement, ce qui permet le plus de faire baisser les frais, c'est tout ce qui est lié à la gestion indicielle. Et quand on rentre dans de la gestion active, on a plus de mal à faire baisser les frais, puisque ces frais correspondent à un accompagnement. Comment intégrer cette idée d'accompagnement, cette idée effectivement de se faire aider, accompagner parfois dans le choix de ses investissements à la stratégie de néobanque ou autre qui est de dire on baisse les frais, mais entre guillemets, vous réalisez vos investissements par vous-même et tout est transparent. Alors, il y a deux sujets ici. Il y a le sujet de la gestion active, qui est le fait de investir dans un fonds qui est géré activement donc par un gérant, bien sûr, qui va sélectionner les titres pour vous dans le fonds et tenter de battre son indice de référence. L'indice de référence, ça peut être le CAC 40, le S&P 500 et autres. Et à côté de ça, vous avez les ETF qui sont dits de gestion passive, qui eux n'essaient pas de le battre, le répliquent. Donc c'est beaucoup plus automatisé, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de frais, en fait. On parle d'un écart de 1 à 4. À 0,38 en moyenne pour les ETF, à 1,40, 1,45 pour les fonds de gestion active. Ce qu'on constate, et c'est ce que donne l'étude Spiva depuis plusieurs années, c'est qu'au final, il y a 93% des fonds de gestion active qui n'arrivent pas à battre leur indice de référence, alors que l'ETF le réplique d'une manière quasi parfaite. Donc on peut se poser la question, au final, pourquoi payer ce type de frais quand au final, on n'arrive pas à avoir à minima l'indice de référence ?
Bon, ça c'est une stratégie, effectivement, ou en tout cas on peut se poser la question, puis chacun choisit sa stratégie. Et alors sur le sujet accompagnement ? Sur le sujet accompagnement, chez Trade Republic, on pense que n'importe qui peut se former aux bases de l'investissement. En fait, si on permettait aux gens, ou si les gens allouaient une partie du temps qu'ils consacrent, je ne sais pas, par exemple aux réseaux sociaux, à chercher des solutions pour comment faire son dressing soi-même, s'ils faisaient la même chose avec leur épargne, ils seraient beaucoup plus autonomes et aguerris pour prendre les décisions d'investissement en autonomie. Ouais. Aldo Sicurani. Je suis complètement d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, il y a un sujet pédagogique derrière. J'arrête pas de dire que c'est incroyable. Les gens passent un temps fou à s'informer pour savoir quelle nouvelle voiture ils vont acheter ou comment organiser leurs vacances, et sur des sujets aussi fondamentaux que leur épargne. Parce que finalement, quand vous voyez des programmes comme celui de la République, des programmes d'investissement réguliers sur le long terme, mais il y a plein d'autres organismes vous permettent de faire ça, et que vous prenez, allez, on va dire, la performance annuelle moyenne de la Bourse de Paris, moins, on va dire, allez, 1 ou 2% sur les frais sur 40 ans, sur l'espace d'une vie professionnelle, vous pouvez avoir un capital extrêmement conséquent au moment où vous partez à la retraite. Sans effort, finalement, avec des efforts financiers minimes, mais qui vont avoir un impact colossal sur le long terme. Mais encore faut-il effectivement bien vérifier quels sont les frais qui sont prélevés lorsqu'on décide de réaliser des investissements financiers. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle Aldo Sicurani, donc expert des investissements en bourse au sein de la FEDER. Merci Vincent Grard, directeur général France de Trade Republic. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et pour finir cette émission, l'œil du CGP, comme d'habitude, avec François-Xavier Soeur aujourd'hui. Bonjour François-Xavier Soeur. Bonjour Nicolas Pagnès. Président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Alors, une question, François-Xavier Soeur. Est-il possible de faire du 20% annuel à capital garanti ? Non. Voilà, fin Au moins c'est clair. En fait, donc cette question, effectivement, ce sujet m'a été inspiré, on en a discuté, parce qu'en fait, j'ai eu un appel la semaine dernière d'un client, d'un confrère conseiller en gestion de patrimoine qui me dit « Mon conseiller en gestion de patrimoine m'a proposé cette année uniquement du 10% garanti en capital. L'année dernière, il m'a fait du 20. Est-ce que vous pouvez faire mieux ?» C'est un client ou un confrère qui vous a appelé ? C'est le client. Le client du confrère. Le client du confrère, oui, bien sûr. Il disait cette année, il me propose que 10, l'année dernière, il me proposait 20. Donc est-ce que vous pouvez me proposer mieux que 10 ? D'accord, ok. Non. Et donc là, vous avez ouvert votre catalogue, vous avez fait 5, 10, 15, 20%, c'est bon, j'ai ça pour vous ? Non, ça n'existe pas. Bien évidemment, ça n'existe pas. Mais en fait, si, un produit garanti en capital, parce qu'en plus, liquide tout le temps. Il me disait, si jamais je ne respecte pas l'engagement, je récupère quand même 7-8% par an. Donc là, il faut rappeler quand même quelques principes de finance. 7-8% par an, c'est le rendement d'une action sur du long terme. Donc quand on est à 20, on est à 3 fois le rendement d'une action sur du long terme. Sachant que quand on parle de long terme, on parle de 10-15 ans. On parle de 10 ans. Ouais. Moi, action, c'est 10 ans. Ok. C'est 10 ans. Donc, quand on a quelqu'un qui se dit « je fais du garanti en capital », en fait, ça m'agace profondément, parce que déjà, ça rejaillit sur l'ensemble de la profession des conseillers en gestion de patrimoine, ce type de problème. Ça m'agace à 2 niveaux. Ça m'agace au niveau du conseiller en gestion de patrimoine qui dit à son client « ne t'inquiète pas, c'est 20% par an garanti, c'est garanti ». Et les Français sont dopés aux garanties. On aime le garanti, on est un pays qui a été biberonné au livret A, au fonds euro, du garanti, ce qui est très différent des investisseurs qu'on peut avoir ailleurs en Europe. Et donc, on a quelqu'un qui vend des produits garantis et qui omet toute la partie risque, parce qu'il y a des garanties qui sont des garanties partielles, il y a des protections en capital sur des produits structurés qui, encore une fois, sont des produits complexes. C'est distribué à n'importe qui. Parce que vous pensez que le sujet 10 à 20% avec capital garanti qui a été vendu finalement, ou en tout cas qui a été proposé aux clients que vous avez eu au téléphone ou à d'autres, ça vient de produits structurés ? Ça vient de produits structurés. J'ai creusé la question avec lui et effectivement, c'était des produits structurés en dessous. Sauf que ce qui n'a pas été expliqué aux clients, c'est que déjà, dans un produit structuré, c'est un produit extrêmement complexe. Et moi, c'est encore une fois, c'est distribué à des clients qui ont la connaissance de traders, comme à Madame Michu, qui ne connaît absolument rien. Et en fait, un produit structuré, c'est un produit complexe dans lequel vous avez une obligation bancaire en dessous. Donc déjà, vous prenez le risque de l'obligation bancaire. Ceux qui, il y a quelques mois, avaient des produits structurés avec du Crédit Suisse en dessous, je peux vous dire qu'ils ont passé 2-3 nuits un petit peu...
devait pas être bien. Oui, bien sûr. Oui. Et à côté, il y a un système de put et de call, donc des options à la hausse et à la baisse, qui permettent de faire une formule qui, si la formule est respectée, va donner une garantie totale ou partielle en capital. Autant vous dire que quand on est sur des produits avec des rendements très élevés, au-delà de 6-7%, hein, on est sur des conditions qui sont déjà extrêmement dures. Moi, du 20%, la fois où je l'ai connu, on était au niveau du pic de la volatilité en plein pendant le confinement. Et on avait ça sur des titres vifs. Deux choses dans ce que vous avez dit qu'il est important de rappeler. Déjà, quand on parle de rendement très élevé, on dépasse les 6-7%, on est loin des 20%, bien évidemment. Mais on est à 6-7%. Et deuxième chose, parce qu'on l'a souvent entendu, mais d'ailleurs que ce soit sur ce plateau, que ce soit dans des événements financiers, on l'a lu dans la presse, avec la hausse des taux, les obligations rémunèrent plus. Quand on fait des produits structurés avec une partie obligataire et une partie option, finalement, on arrive à créer des produits avec du rendement et de la garantie en capital. C'est pas faux, mais il faut savoir de quoi on parle réellement. S'il y a un risque quand même. Oui, mais pas à 20%. Les produits structurés aujourd'hui, il y a des produits structurés effectivement indexés sur des questions effectivement en dessous d'obligations, de mouvement des taux, d'évolution des taux. Et on a des produits à 10 ans. Et aujourd'hui, vous sortez des taux qui sont à 4, 4,5, 5. On ne va pas tellement au-delà. 20, encore une fois, c'est très, très, très élevé. Mais là-dedans, il y a deux choses qui sont à blâmer. Il y a les conseillers, mais il y a les clients. Comment, aujourd'hui, on peut avoir une telle inculture financière en France pour avoir des personnes qui se disent 20% garantie en capital, c'est normal. Ce n'est pas possible. Encore une fois, garantie en capital et liquide tout le temps, ça s'appelle du livret A et ça fait 3% par an. Donc c'est un sujet de pédagogie financière. C'est un sujet de... il faut faire en sorte que les conseillers qui ont ce type de pratique ne le fassent plus. Mais alors ça, justement, sans attaquer la profession, hein, on n'est pas dans le domaine... comment est-ce qu'on qualifie finalement un conseil qui a été donné comme celui-là en disant « je peux vous faire du 20% annuel à capital garanti et liquide ». Vous savez ce qui s'est passé ? Il y a eu l'écrit que le client a signé, parce que c'est des documents extrêmement complexes, sans les comprendre et sans les lire, et il y a ce qui a été dit à l'oral. Moi, ce que j'ai conseillé à cette personne qui m'a appelé, je lui ai dit quelque chose de très simple. Outre le fait, bien, de se renseigner, de lire, de comprendre tout ce qui avait été fait, je lui ai dit, demandez à votre conseiller de vous l'écrire, de vous faire un mail. Vous me dites, vous me faites du 10%, vous me faites du 20% garantie en capital, vous me le mettez dans un mail. Parce que ça sera opposable et ça, c'est sanctionnable. Donc la bonne chose à faire, c'est s'informer. Et encore une fois, faites cette phrase magique, dites à mais à n'importe qui, à votre banquier, à votre conseiller en gestion de patrimoine, dites, mettez-le-moi par écrit. Parce que là, on est dans un cas où effectivement, les documents mentionnaient effectivement peut-être tous les risques qu'il pouvait y avoir, mais peut-être que dans la discussion commerciale, les choses se sont un petit peu emportées. On va pas se mentir, le commercial a pris le pas sur toute forme de conseil. C'est pas possible autrement. On va parler très cash aussi. Le structuré, ça fait partie des choses qui rémunèrent énormément. Un produit structuré, quand la profession, enfin un conseiller en gestion de patrimoine. Un conseiller en gestion de patrimoine, c'est-à-dire que la personne qui vend, parce que là, on est d'accord, c'était de la vente, c'était pas du conseil. Hein. La personne qui vend un produit structuré, il a ce qu'on appelle un upfront. L'upfront, c'est-à-dire qu'au moment où il fait la vente, il touche une rémunération. La rémunération, elle va pour les CGP qui ne sont pas capables de lever des grosses sommes, on va dire à 2%. Ceux qui sont capables de lever des grosses sommes, c'est-à-dire les gros réseaux, qui vont lever plusieurs dizaines de millions d'euros sur un structuré, on peut parler d'upfront, qui vont être à 4, 4,5%. Multiplié par 50 millions, on ne va pas se mentir, il y a de l'argent à se faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, François-Xavier Seur, quand on a une connaissance limitée des marchés financiers, de l'investissement, et qu'on a quand même envie de placer certaines sommes ? On se renseigne ? Il faut se redemander à nouveau quels sont ses objectifs. En fait, là, le souci, c'est qu'on a quelqu'un qui cherche un produit. On n'est pas dans de la gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, c'est définir une stratégie, c'est se demander des questions juridiques, c'est se poser des questions financières, c'est se poser des questions à long terme. Là, on a quelqu'un, on dirait qu'il va sur un étal, l'investisseur, c'est comme s'il avait été sur un étal de fruits et légumes et qui disait non, je veux pas de banane, je veux une poire. La finance, c'est pas ça. La finance, c'est pas dire c'est un couple rendement-risque, c'est le mettre dans une stratégie, c'est avec un horizon d'investissement. On n'est pas sur des paris, on est effectivement sur du très long terme. Là, on est sur quelqu'un qui voulait effectivement des très gros rendements à très court terme. Et des très gros rendements à très court terme, encore une fois, allez faire des paris sportifs, ne faites pas de la bourse. Merci beaucoup François-Xavier Seur. Je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Merci et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.